ils aient au moins l'enregistrement. Et nous commencerons toujours par la présentation de l'intervenant qui prendra au moins 20 à 25 minutes, après laquelle nous aurons un échange d'environ 1 heure pour approfondir un peu les réflexions et voir ce que nous pouvons retirer de ces échanges pour notre responsabilité citoyenne. Voilà, encore une fois, merci à tous et à toutes. À vous, professeur, encore une fois, merci pour avoir accepté cette invitation. Ok, mais merci beaucoup, cher modérateur de la rencontre. C'est un plaisir pour moi de présenter cette communication et partager mon expérience à la fois comme enseignant et aussi chercheur. En fait, je suis le professeur Kitoko Amoke Mutondo, je suis congolais de la RDC et je professe au Sud Kivu, dans la province du Sud Kivu à l'est de la RDC. En fait, comme présentation, je suis professeur d'éthique et actuellement, je suis doyen de la faculté des sciences sociales à l'Université évangélique en Afrique, où je dirige également le centre interdisciplinaire de recherche en éthique. En fait, c'est depuis un temps que je m'intéresse surtout à la question de la décolonisation du savoir, et ça à la fois comme un chercheur trop appliqué dans l'éthique appliquée, car l'éthique est fondamentale. Qu'est-ce qui m'a amené à mener mes recherches sur la décolonisation du savoir? C'est compte tenu du contexte, c'est-à-dire le contexte et caractères qui m'ont beaucoup intéressé. Le premier, du déphasage entre les connaissances acquises par nos étudiants à l'université par rapport aux besoins des communautés. Ça, c'est un élément très important. Nos étudiants connaissent, mais lorsqu'ils sont sur le terrain, dans le monde professionnel, vous vous rendez compte qu'il y a un déphasage entre les connaissances qu'ils ont acquises à l'université et les besoins de la population. Un deuxième élément qui m'a beaucoup interpellé, c'est le fait que la majorité d'étudiants et d'enseignants maîtrisent bien, que ce soit les connaissances, les langues ou les pratiques occidentales par rapport à nos propres langues. Et ça, je n'hésiterai pas, par exemple, de vous dire au Congo, un étudiant peut être puni pour avoir parlé en Swahili dans l'auditoire. On préfère qu'il parle en français, en anglais, mais en même temps, quand les étudiants sont sur le terrain pendant les stages ou après le travail, ils font face à des populations qui n'entendent ni ne connaissent pas parler le français. Et ça, déjà, c'est un déphasage. C'est la même chose pour la plupart de nous, les professeurs. Nous maîtrisons les connaissances occidentales, par exemple l'histoire de la France, la Révolution française, mais les situations de chez nous, sur le plan national, local, et les professeurs et les étudiants, en tout cas, n'en savent rien. Et un troisième élément, c'est que dans un contexte d'imitation. Or, ces imitations-là nécessitent un certain niveau de résilience au niveau des communautés, mais cette résilience communautaire a besoin d'accompagnateurs qui devraient être nécessairement les intellectuels, les professeurs, les étudiants, et le fait que ce que maîtrisent les étudiants et les enseignants à l'université n'a rien à faire avec les besoins et même les connaissances locales. Et ce sont ces trois éléments du contexte, c'est-à-dire le déphasage entre les connaissances acquises et les besoins des populations, le fait que les étudiants et les professeurs maîtrisent les langues et les connaissances qui sont en dehors du contexte local,
mais aussi ses besoins de la communauté d'être accompagnée dans sa résilience par rapport aux mutations dans lesquelles nous sommes. Voilà un peu d'éléments du contexte qui m'ont dit non. Nous sommes dans un contexte où il est nécessaire qu'au-delà de savoir ce que nous leur apprenons à l'école, n'y a-t-il pas moyen que ce que nos étudiants apprennent, que ce soit les langues ou les connaissances, soit connecté avec les populations que nous allons servir. Alors, en préparant cette conférence, mon objectif, d'abord, au niveau global, c'est de renforcer l'impact de la formation universitaire sur le bien-être des communautés. Évidemment, je suis trop sur le terrain avec les étudiants et la plupart des fois, vous allez vous rendre compte que les paysans disent, nous, on ne connaît pas à quoi nous servent vos études universitaires parce que nous faisons face à des situations auxquelles vous n'intervenez pas. Donc, cette conférence voudrait contribuer au renforcement de l'impact de la formation universitaire sur le bien-être de la population. Mais aussi, sur le plan spécifique, vous vous rendrez compte que les concepts de décolonisation du savoir, le mot décolonisation lui-même étant très sensible, beaucoup de personnes pensent que quand on parle de décolonisation du savoir, c'est une forme de révolte, comme on a commencé avec genre, émancipation de la femme, où les choses étaient négativisées. Mais ici, je voudrais que nous ayons une même compréhension de qu'est-ce que la décolonisation du savoir. Et notre objectif, c'est de montrer la place de la décolonisation du savoir dans l'ancrage de société, université, pour un développement durable. Et enfin, je voudrais donner des orientations pour une didactique universitaire intégrant les savoirs locaux dans les quatre compétences que doivent acquérir les étudiants, c'est-à-dire les savoir-être, Je le demanderai aux amis qui savoir-faire. sont en train de se joindre à nous de mettre leur micro en off parce que ça perturbe. Merci. Voilà, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-faire faire. C'est dire quoi à ce niveau des quatre niveaux de compétences à acquérir à l'université? Quand on dit savoir, c'est l'ensemble des connaissances théoriques que connaissent les étudiants, mais la question qu'on se pose, est-ce que ces connaissances théoriques acquises par nos étudiants se retrouvent dans le langage et dans les besoins quotidiens de nos étudiants? Quand je parle du savoir-être, est-ce que les comportements, les attitudes acquises par nos étudiants à l'université sont acceptables et consommables par nos populations? Quand je parle de savoir-faire, est-ce que ce que nos étudiants apprennent comme savoir-faire, est-ce que ça a une relation avec ce que connaissent en termes de savoir-faire nos populations rurales? Évidemment, je vais donner beaucoup de cas quand je vais continuer, mais vous comprenez aussi le savoir-faire faire que nos étudiants doivent transférer leurs compétences au niveau des populations locales. Mais pour que ces compétences soient transférées par les étudiants vers les communautés locales, il faut que le langage des étudiants, leurs pratiques, soient consommables par nos populations à la base. Voilà un peu quelques objectifs que je suis en train de poursuivre. Et je pense qu'ici, quand nous parlons de la décolonisation du savoir, et là je parle d'une décolonisation épistémique ou épistémologique, c'est juste une théorie de la connaissance qui est critique à l'égard de l'hégémonie des systèmes de savoir occidentaux. Quand je parle de l'hégémonie ici, je voudrais dire cette attitude selon laquelle ce qui ne vient pas de l'Occident ne peut être acceptable comme étant un savoir consommable par la population. Alors, à ce niveau-là, nous allons voir que cette colonisation du savoir va au-delà et a embrassé toutes les sciences et tous les domaines, que ce soit en histoire. Vous allez voir que nos enfants, même à l'école primaire, maîtrisent bien l'histoire de l'Occident que notre propre histoire. En sociologie, même chose.
Quand vous demandez, par exemple, à un professeur de vous citer les grands sociologues, il va vous citer plus les sociologues occidentaux, alors qu'il y a des sociologues africains qui ont aussi marqué la sociologie en Afrique. Que ce soit en droit, que ce soit en religion, que ce soit en histoire des sciences, que ce soit en économie, que ce soit en sciences agronomiques, nous nous comportons comme si au niveau national, au niveau local, au niveau communautaire, on ne savait rien et ce qu'ils connaissent ne vaut pas la peine, c'est seulement ce qui nous vient, entre guillemets, des livres donnés par les Occidentaux. À ce niveau-là, vous comprendrez que la décolonisation du savoir interroge les modes historiques de production du savoir et leurs fondements coloniaux et ethnocentriques. Et quand je parle de ça, c'est pour dire qu'à un certain moment, nous sommes en train de vouloir montrer que oui, en tout cas, tout ce qui est dit n'a de la valeur que si ça a des références au niveau, entre guillemets, de l'Occident. Alors, à ce niveau-là, la décolonisation du savoir pose-t-il que le système de connaissances occidentales a été présenté comme supérieur à celui produit par d'autres sociétés et présenté en particulier comme ayant une qualité universelle. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme professeur qui est dirigé un centre de recherche pendant plus de 15 ans maintenant. Vous vous rendez compte que toutes les grandes connaissances ne sont valables, même parmi nous les professeurs, que lorsque on se réfère à l'Occident. Alors, à ce niveau-là, vous comprendrez que la décolonisation du savoir comporte deux volets. Il y a d'abord, le premier volet concerne une critique des paradigmes occidentaux du savoir et le deuxième, c'est le développement du nouveau modèle épistémique. À ce niveau-là, vous comprendrez que la décolonisation des connaissances implique la fin de la dépendance à l'égard des connaissances, à l'égard des théories, à l'égard des interprétations imposées, mais aussi à l'égard de la théorisation basée sur ses propres expériences passées et présentes et son interprétation du monde. Évidemment, moi, par exemple, dans mes enseignements maintenant, je ne peux plus prendre, par exemple, des vidéos des pour mes cours, tirer de l'Internet ou tirer de l'Occident. Non. Si je prépare mes cours, par exemple, je vais sur le terrain avec un caméraman, j'interroge, par exemple, les assistants sociaux, j'interroge les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les femmes qui font les petits commerces pour partager leurs expériences au quotidien de l'entrepreneuriat, de l'éthique des affaires, de l'éthique du commerce. Et à partir de ça, quand j'enseigne mes cours, j'essaie un peu de projeter ces vidéos devant mes étudiants qui voient comment les Africains des Bukavu, par exemple, sont en train d'entreprendre et réussir dans un environnement de conflit, dans un environnement de mauvaise gouvernance. Cela peut beaucoup aider nos étudiants que de leur montrer les vidéos des Français, des Américains, qui sont dans un environnement, que ce soit social ou politique, bien encadré. À ce niveau-là, je voudrais vraiment ici attirer l'attention des participants. La décolonisation des savoirs, non. Le savoir occidental est là, mais quand nous voulons parler de la décolonisation, ce n'est pas que nous voulons nier l'existence de ce savoir. Nous ne sommes pas en train de remettre en cause le savoir occidental. Nous ne voulons pas ici demander aux gens de manifester une méfiance à l'égard de ce savoir. Ce n'est même pas une question de zapper ça. Parce qu'après tout, ça peut être un référentiel, ça peut encore nous servir d'étude de comparaison entre ce que nous apprenons d'eux et la réalité locale pour nous permettre de produire de nouvelles connaissances qui n'ont rien à faire avec ce que nos populations, en tout cas, ne sont pas en train de vivre. Je voudrais encore préciser que la décolonisation des savoirs
n'est pas à confondre avec l'épistémicide popularisé par Bonaventure de Sousa Santos. Pour lui, l'épistémicide signifie la destruction de ce savoir, la suppression, l'annihilation, la dévalorisation, la mise à mort, la négation, la remise en cause, la méfiance et la décolonisation ne signifie pas ça. La décolonisation, c'est plutôt un processus qui milite pour la production, c'est-à-dire l'identification, l'utilisation et la valorisation du savoir. C'est ça la décolonisation. On ne met pas de côté les savoirs occidentaux, mais on fournit des efforts pour la production ou l'identification, l'utilisation et la valorisation du savoir local dans l'environnement où nous-mêmes nous travaillons et où les étudiants vont travailler. Et cette colonisation du savoir se manifeste par plusieurs exemples que je peux donner ici. Par exemple, quand moi j'ai produit mon article, j'étudie par exemple l'impact de la guerre sur la croissance des enfants en République démocratique du Congo. Si, dans ce travail-là, je ne cite pas beaucoup d'ouvrages occidentaux, si je ne cite pas beaucoup de livres venant de l'Occident, en tout cas, la plupart d'enseignants et même des chercheurs ne valident pas ma recherche parce qu'on dit la bibliographie est pauvre. Pourtant, moi, je n'ai pas étudié l'impact de la guerre sur la croissance des enfants en France, aux États-Unis, en Irak, en Europe ou en Occident. Moi, j'ai fait mes études en RDC et les informations tirées de terrain ont plus de la valeur par rapport à ce que je peux tirer des ouvrages dans l'analyse documentaire. Mais aussi, hein, ça me révolte aussi comme directeur d'un centre de recherche. Nous avons tué tous nos centres de recherche, toutes nos revues en Afrique, tout simplement parce qu'on dit si un article n'est pas publié dans une revue indexée d'Occident, donc ce n'est pas un article acceptable. Et pourtant, nous avons aussi des professeurs, nous sommes des professeurs qui pouvons aussi mettre en place des revues et nous acceptons, nous y mettons du sérieux et les articles publiés doivent avoir des besoins. Mais à cause de la colonisation du savoir, nous avons mis dans nos têtes que tout article qui n'est pas publié en Occident vraiment n'est pas un article à accepter. Et la conséquence, c'est que nous sommes tombés dans ce qu'on appelle l'impérialisme ou le colonialisme du savoir. Nos populations, de notre histoire, de notre paysage, de nos langues, de nos relations sociales et de nos propres façons de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde. Et c'est ça la grande conséquence de la colonisation du savoir. Alors, je peux aussi donner un autre cas, c'est que nos étudiants et nous-mêmes, nous sommes très forts en français, je l'ai déjà dit. Quand on dit recherche, comprenons par exemple pourquoi il y a toujours la guerre en RDC. Premier sentiment, allez à la bibliothèque. Quand vous allez à la bibliothèque, vous allez trouver des livres des Occidentaux. Mais ces livres-là ont été écrits dans un contexte qui n'a rien à faire avec la guerre au Congo. Pourquoi ne pas faire les enquêtes sur terrain et partir de ces enquêtes-là pour comprendre, expliquer et mettre en place nos connaissances qui seraient aussi vulgarisées. Alors, à ce niveau-là, je voudrais présenter, par exemple, des cas où la décolonisation est nécessaire. Je me rappelle, dans un cours à la faculté d'agronomie, on parle de l'élevage des lapins. Mais je me rends compte que mon collègue qui donne le cours d'élevage des lapins
il va prendre des livres écrits en France. L'alimentation de la paix en France n'est pas la même qu'à Bukavu, qu'au Sud Kivu, qu'en Afrique, qu'en plusieurs zones d'Afrique. Mais je lui ai posé une question. Tu penses que l'alimentation dont tu parles, tirée des livres en France, cette alimentation est accessible ici à Bukavu, par exemple? Et mon collègue me dit, mais c'est ça la matinée. Je lui dis non. Pourquoi ne peux-tu pas aller dans des villages, par exemple, rencontrer ces femmes, ces vieilles personnes, ces enfants qui font l'élevage des lapins, des cobayes, et leur demander comment ils nourrissent ces cobayes-là, comment ils nourrissent ces lapins. Ils ont du savoir, ils ont des connaissances. Mais parce que ce n'est pas venu de blanc, parfois, on croit qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas fait l'université. Je vois par exemple les gens qui font la culture des riz. Bon, évidemment, il y a des théories d'agronomie, ça je ne suis pas contre. Mais est-ce que c'est d'autres pays occidentaux, par exemple, est-ce que nous avons les mêmes sols? Est-ce que nous avons les mêmes saisons qu'on appelle phase 1, phase 2 culturelle? Pourquoi ne pas partir des connaissances de ces femmes, de ces hommes qui font la riziculture, qui ont une certaine expérience pratique et qui peuvent rendre ça théorique en enseignant à nos étudiants, et nous, les professeurs, nous en profitons, nous améliorons pour partir de ces connaissances et arriver à partager avec nos étudiants. Je me rappelle, quand je suis allé une fois avec mes étudiants sur le terrain, j'ai fait un exercice avec mes étudiants. Je leur ai dit, chacun me parle pendant 30 minutes sans intégrer un seul mot en français. Parce que nous sommes en train d'aller travailler avec les populations au village qui ne connaissent que le swahili et les machi et les langues locales. Donc, est-ce que vous êtes capable de parler 30 minutes, même 20 minutes, sans intégrer un seul mot en français? Et si je vous dis ce qui s'est passé, j'étais humilié par les paysans. Les paysans ne comprenaient rien. Un étudiant qui fait le service social, mais qui est incapable de s'exprimer pendant 20 minutes en swahili pour que la population à laquelle il s'adresse soit au courant et écoute ce qu'il est en train de dire. Donc, la décolonisation ne voudrait pas mettre de côté les connaissances occidentales, mais c'est un processus qui consiste à identifier les savoirs locaux, à les valoriser, c'est-à-dire à les vulgariser, mais aussi à les utiliser. Mais pour que nos études, pour que nos universités soient utiles à la population, nous devons intégrer leurs connaissances et les savoirs locaux. Je me rappelle, je ne cite pas le nom ici d'un hôpital, au Sud Kivu, qui a intégré la médecine traditionnelle dans la prise en charge des personnes fracturées. Et ce médecin-là, il fait des exploits au Sud Kivu. C'est-à-dire, quand quelqu'un a des fractures, on ne met plus de plâtre, on ne met plus des histoires dans la jambe. Il appelle ses vieux qui soignent quelqu'un qui a été fracturé. Pendant 3 semaines, la personne marche. C'est un savoir rural, mais qui a défié la médecine moderne. Et la grande question de la décolonisation est la suivante. Est-ce qu'avant l'arrivée des colons, est-ce qu'on ne vivait pas? Et si on vivait, comment nous vivions sur le plan médical, sur le plan social, juridique, sur le plan politique? Par exemple, maintenant, je suis en train de mener une étude sur quels étaient les mécanismes de socialisation politique pour amener la conscience du roi à la population. Parce que c'est parmi les crises que nous avons au Congo aujourd'hui. La population fait semblant, n'a pas ce qu'on appelle la conscience de l'État comme centre de régulation de la vie sociale. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, dans la société traditionnelle? Chez tel peuple, évidemment, il n'y a pas une homogénéité, mais quand même, il y avait des pratiques traditionnelles que l'on utilisait pour la
légitimité d'un roi et comment on peut capitaliser cela, même si chaque communauté avait ses prérogatives, mais nous devons vraiment partir du savoir local, valoriser ça pour que nos formations universitaires aident à, à faire avancer la communauté. Par exemple, comment on appelait les bics, les stylos dans les langues? Je suis en train de faire cet exercice, par exemple, avec mes enfants. De janvier à décembre, c'est quoi dans ma langue locale? Parce que quand nous voulons former les gens, c'est pour que la population en bénéficie. Mais l'ancrage communauté universitaire est impossible lorsque nous restons dans cette colonisation du savoir. Nous sommes déconnectés de la réalité locale, nous méfions du savoir local et à un moment donné, notre formation ne servira qu'à donner des diplômes et pas pour aider la population à réaliser l'importance de quoi? De la formation universitaire. Pour conclure, je voudrais donner ici quelques perspectives pour une didactique qui intègre la décolonisation au service de la population. Alors, la décolonisation doit être intégrée dans les 3 missions d'une université. D'abord, au niveau de l'enseignement, il faut se dire quelles sont les connaissances, les méthodes et les outils traditionnels de transmission du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-faire-faire que nous devons identifier comme professeurs dans la communauté pour les vulgariser et les utiliser dans nos universités aussi. En plus du français comme langue officielle d'enseignement, pourquoi ne pouvons-nous pas intégrer des langues locales? Par exemple, moi, je suis du je peux parler des Kirega, des Kibembe. Excusez pour cette interruption technique. Je pense que le professeur a un souci de connexion. Mais dans l'entretemps, merci encore une fois à tous et à toutes pour votre participation dans cet échange très important. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions et des discussions qui vont s'en sortir. Et j'aimerais seulement nous demander de prendre ça aussi pour réflexion de comment chacun de nous peut s'approprier de ça. Parce que c'est bien de parler de la décolonisation du savoir, mais à chacun, comme le professeur aussi était en train de le dire, comment il fait déjà avec ses enfants. Changer les apprendre à dire les mois de chaque année dans la langue maternelle, apprendre aussi comment le fonctionnement traditionnel s'est passé. Je pense que c'est tous ces éléments d'appropriation qui seraient aussi importants pour nous de retenir. Alors, en attendant que le professeur se reconnecte, je nous demande peut-être de prendre aussi une petite pause. Donc, ne pas aller trop loin, c'est-à-dire prendre un verre d'eau ou une tasse de thé, le temps que le professeur est en train de se reconnecter. Et moi, je vais mettre un peu de la musique pour nous agrémenter le temps que le professeur se rejoigne à nous. À tout à l'heure. Take. Dans ma vie, y a souvent eu des traumas. J'étais fatiguée, y a souvent eu des traumas. Aujourd'hui, y a rien à faire, le bonheur, je l'ai dans ses bras. Ma prière à Dieu est de veiller plus longtemps. Mentalité de Bamenda, investissement à Cocody et toutes les richesses du monde pour toi. On a fait tout ce qu'on s'est dit, quitte à riser tous nos ennemis, moi je ne les vois plus. Et tout en dolce, je m'en occupe, toi tu ne comptes plus. Je
Je n'ai confiance en personne, moi je me méfie, oh. Mais tu m'as appris à calmer mon cœur et à rester précis, oh. Eh, je peux tout donner seulement pour la mater, oh. Mais je t'ai choisi. Et si tu as mal, je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Andolo, je peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Laisser, oh. J'achète, donne-moi le prix, j'achète. Après tout, entre love et love, ce qui change n'est qu'une seule lettre. Oh, j'achète, donne-moi le prix, j'achète. On a longtemps souffert, oh. Mon clair passera l'hiver, oh. Donne-moi le prix, j'achète. Mentalité, j'achète. On a longtemps souffert, je te dis, j'achète. Donne-moi le prix, j'achète. Mentalité, j'achète. On a longtemps souffert. Je n'ai confiance en personne, moi je me méfie, oh. Mais tu m'as appris à calmer mon cœur et à rester précis, oh. Eh, je peux tout donner seulement pour la mater, oh. Mais je t'ai choisi. Et si tu as mal, je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Andolo, je peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Voilà, après cette petite pause musicale, je pense que le professeur a pu se reconnecter. J'aimerais aussi dire que nous expérimentons un peu de soucis avec la connexion pour plusieurs. Je pense que c'est un problème malheureusement qui fait toujours des difficultés pour les échanges en ligne, mais on va faire avec. C'est pas professeur, si vous êtes toujours avec nous, tant je vois, je venais de lui donner accès. J'ai comme l'impression que ça a perdu encore le fil. Une minute. Voilà, je pense que le prof est en train de se reconnecter. Donc, merci encore une fois pour votre patience, surtout pour ce souci technique qui est vraiment indépendant de notre vouloir. Je remets alors le micro au professeur pour clôturer sa présentation et puis nous allons Je ouvrir suis l'espace là. pour l'échange. Oui, allô, professeur. À vous le micro. Allô? Oui, allô. On vous Allô? capte. Oui, on vous capte très bien, professeur. Voilà, malheureusement, comme vous le voyez, nous avons un souci avec la connexion encore une fois. Peut-être pour capitaliser du temps qui nous reste, et je pense que ce serait peut-être toujours important pour nous-mêmes de revenir sur certaines réflexions qui vous ont paru ou qui nous ont paru importantes de la présentation du professeur Junior. Et puis, nous allons revenir au fait dans le groupe après cet échange pour continuer les réflexions. Alors, j'aimerais peut-être déjà ouvrir le micro, l'espace à tout le monde. S'il y a des réflexions, de commentaires ou des questionnements qui vous ont été importantes à partager, n'hésitez pas de déjà ouvrir le micro pour nous exprimer ensemble. Peut-être qu'on pourrait commencer déjà sur les commentaires que j'ai déjà vus dans l'espace du chat. J'ai vu Monsieur Alex Kalura qui disait bonjour à tous, j'aime également le fait de montrer les modèles de chez nous. Cependant, je pense qu'au-delà du modèle classique, la nouvelle technologie et l'IA peuvent suffisamment jouer un rôle dans ce contexte. Je donne un exemple sur l'utilisation de TikTok en Chine qui sert à produire des contenus éducatifs.
avec censure pour le contenu dévalorisant et restriction du temps d'utilisation pour les mineurs. Alors, sera-t-il possible d'utiliser ces outils disponibles pour décoloniser notre savoir? Très bonne question. Merci beaucoup, cher Alex, pour cette réflexion aussi qui est importante, surtout qu'on doit rester euh, avec une lecture du monde tel qu'il évolue actuellement. Nous sommes à l'ère de la technologie, de la révolution de l'intelligence artificielle. Et quand on va parler de la décolonisation du savoir dans ce contexte, comment on s'adapte à celui-ci et comment on reste aussi critique de celui-ci pour ne pas, encore une fois, partir avec le vent de la colonisation sur l'ère numérique. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une réflexion ou une question à poser, comme ça, dès que le professeur sera connecté, on peut juste le lui partager. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de questions, mais une réflexion pour moi qui était aussi intéressante quand le professeur parlait du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-faire faire, et comment les productions de connaissances doivent maintenir ce lien dans nos universités. Je pensais surtout à comment cela se connecte aussi à cet aspect éthique et aux valeurs que nous devons aussi transmettre à travers l'éducation. On est en train de voir de plus en plus que les espaces éducatifs ne sont pas nécessairement des espaces où les valeurs sociétaires, les valeurs traditionnelles riches que nous avons héritées de nos ancêtres se reproduisent ou se transmettent. La dernière fois, on parlait dans cet espace webinaire avec deux intervenants qui nous montraient au fait de l'impact ou de l'importance de la caméra dans le changement des narratifs sur la RDC. Et un des intervenants est un producteur cinéaste qui avait fait un livre intéressant, disons un film intéressant qui est actuellement sur Steven 5 Monde, où il parlait de exactement ce problème de points sexuellement transmissibles. Ce sont des contextes ou des problématiques qu'on retrouve de plus en plus dans nos universités. Et moi, j'étais en train de me dire en quoi ce contexte-là reflète les valeurs. Donc, quand même, on est en train de parler des productions et des transmissions, de faire, de faire faire, d'être, de faire et de faire faire. Est-ce que nous sommes aussi conscients du fait que le milieu éducatif lui-même en tant que contenant plutôt, est déjà pollué et qu'il manque exactement ces racines d'authenticité de nos valeurs traditionnelles qui malheureusement aussi sont en train de s'effriter au fil du temps. Alors, je vois que le professeur Junior n'est pas encore de retour. Il a essayé de se connecter il y a quelques moments. Mais voilà une question pour moi qui était, au fait, voilà, qui m'est revenue pendant que nous étions en train de réfléchir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a un point à ajouter. Sinon, s'il n'y en a pas, moi, je pense qu'on pourrait peut-être, oui, je vois déjà dans le chat qu'il y a une réflexion. Il y a Crispin qui disait que je pense qu'une option pour valoriser nos connaissances est de faire des collaborations d'abord entre nous, puis avec les autres chercheurs d'ailleurs, et publier nos connaissances dans des revues lues. Participer également à des conférences. La grande faiblesse de nos pays est qu'on ne valorise pas la recherche comme conséquence. Il y a très peu de chercheurs. Valoriser aussi nos revues universitaires. Merci beaucoup, cher Crespin, pour cette réflexion. Et là, je pense qu'il y a encore la question qui pourrait être aussi intéressante de développer, c'est, comme le professeur aussi le disait, on a perdu cette culture des revues universitaires. Comment leur redonner encore de la vie? Comment encourager les étudiants de publier plus dans nos revues universitaires que de s'atteler d'avoir un article publié dans une revue internationale? Parce qu'exactement, si on publie plus chez nous, ça va permettre à ce que ces connaissances. Moi, je me suis toujours posé la grande question de savoir comment est-ce que on valorise tous ces TFC, tous ces travaux de fin de cycle, de fin d'études des étudiants dans nos universités congolaises qui sont en fait Alors, matière je importante. peux, je peux, fi- je peux clôturer? Oui, oui, vous pouvez clôturer. Merci encore une fois. C'est une bénédiction de vous Oui. revoir. Voilà. Je voulais dire que
ce processus de décolonisation doit se faire au niveau de 3 missions de l'université. La première mission, c'est la mission de l'enseignement. Pourquoi, pour certaines, dans nos cours, pourquoi ne pas, par exemple, inviter aussi les praticiens, ceux qui détiennent le pouvoir local, le savoir local plutôt, de venir aussi entretenir nos étudiants pendant les cours. Moi, je le fais souvent et ça permet à nos étudiants, quand ils sont sur le terrain, d'être vraiment au niveau de satisfaction de nos étudiants. Au niveau de la recherche aussi, on peut utiliser ça. Par exemple, dans les sociétés traditionnelles, quand il y avait des cas de maladies, des épidémies, même des situations qui nécessitaient une information, il y avait des mécanismes traditionnels ou même locaux de découvrir la vérité. Il y avait des méthodes et même des outils de recherche qu'on utilisait. Pourquoi ne pas venir partager ces expériences avec nos étudiants? Et au niveau des services rendus à la communauté, l'université ne sera utile à la communauté que lorsque cette communauté universitaire n'est pas en déphasage avec les besoins des communautés. Et là, je voudrais vraiment insister sur ça. C'est bon de connaître l'histoire de la France, l'histoire du monde, mais est-ce que nous connaissons notre propre histoire? C'est mieux de connaître les noms en français et en anglais, mais est-ce que nous connaissons les noms des choses dans nos langues locales? Je me rappelle dernièrement, j'ai amené un ami qui ne connaissait que l'anglais, c'était un Suédois, et il me dit, moi que tu dois apprendre l'anglais. Et moi, je lui dis, pourquoi toi, sachant que tu viens en Afrique et au Congo, tu n'as pas pris le temps d'apprendre le français, mais tu veux que ce soit moi qui m'adapte en apprenant l'anglais. Et c'est la même réalité avec nos populations. Nous quittons l'université, nous allons sur le terrain, ils attendent de nous quelque chose, mais on ne sait pas communiquer avec cette population. Ce qu'on leur dit, ça ne tient pas. Je vois par exemple quand j'enseigne à Ouvir, il y a des collègues qui donnent des cours comme des, comment on appelle ça, méthodes de conservation des aliments. Mais vous n'allez pas venir au village avec des méthodes de congélateur, des choses occidentales, alors que vous savez qu'avant même que vous veniez sur le terrain, il y a des femmes qui vendent des tomates, il y a des femmes qui conservent autrement le lait. Pourquoi ne pas apprendre ça? Pourquoi ne pas appeler ces femmes qui conservent les aliments dans la plaine de la Ruzizi et au village, venir apprendre à nos étudiants comment on peut conserver les nourritures sans qu'il y ait de congélateurs et de réfrigérateurs? Voilà un peu ce qu'on appelle la décolonisation. C'est un processus d'identification, d'utilisation, de vulgarisation et de valorisation du savoir local pour que l'université soit un ancrage et utile aux communautés locales. Voilà un peu, dans peu de temps, de mots. Je m'excuse pour la connexion. Qu'est-ce que j'entends par la décolonisation du savoir? Ce n'est pas la méfiance, ce n'est pas l'indifférence vis-à-vis du savoir occidental, mais parallèlement à ça, comment identifier, comment valoriser, comment utiliser et comment vulgariser les savoirs locaux au sein de nos universités pour que les étudiants formés et nous, les professeurs, nous soyons plus utiles à, à la population. Regardez, pour finir, toutes les publications que nous faisons. Je le disais d'ailleurs à ma fille qui fait aussi son master que je ne sais pas pourquoi je publie. Parce que quand je publie, je suis fier de dire j'ai autant de publications. Vous pouvez le trouver chez le SearchGate, vous pouvez le trouver chez Google, ceci. Mais combien de nos populations bénéficient de ces publications? Combien les lisent au Congo? Combien les utilisent? Personne. Mais comment j'ai pu valoriser mes recherches pour qu'elles soient consommables et utilisables au profit de nos populations? Voilà un peu par où je voudrais me limiter. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher professeur, pour cette brillante présentation
Et encore une fois, à tout le monde, merci pour votre patience avec les défis des technologies qui nous ont euh, faussé compagnie pendant un moment de notre appel. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que pour le reste de notre échange, nous allons vraiment avoir un échange assez enrichissant. J'aimerais encore une fois juste lever certains points qui ont été partagés par des amis déjà, cher professeur, pendant que vous aviez des problèmes de connexion. Et je pense que ce sont des réflexions qui vont nous aider encore à enrichir exactement ce point d'ancrage université et société. Il y a notre ami Alex qui disait, dans un contexte de l'ère du numérique, hein, il a dit que, il pense qu'au-delà du modèle classique, que la nouvelle technologie et l'IA, peuvent suffisamment jouer un rôle dans ce contexte de décolonisation du savoir. Il donne un exemple sur l'utilisation de TikTok en Chine, qui est réglementé à produire des contenus éducatifs sur la culture, la science et l'art, avec censure pour les contenus dévalorisants et restriction, n'est-ce pas, des temps d'utilisation pour les mineurs. Alors, il demandait si ce serait possible d'utiliser ces outils disponibles pour nous aussi coloniser notre savoir. C'est une réflexion que j'ai trouvée intéressante dans cette mesure où nous sommes à l'ère du numérique, on ne va pas se le voiler la face et c'est important qu'on s'adapte. Alors, c'est une réflexion autour de comment valoriser la décolonisation du savoir dans un contexte tout à fait différent. Et je pense que ça pourrait être une réflexion importante. Il y a l'ingénieur Alain Biamou qui disait, pour l'IA comme pour l'intelligence naturelle, nous devons nous approprier la structure de base. On the code. L'IA est un puissant outil de compilation des données, nos données, nos recherches, nos résultats. Merci beaucoup, cher Alain, pour ce point. Je vois aussi Laurent Muguicho qui dit, je pense qu'il est nécessaire de promouvoir la diffusion des connaissances produites localement. Il faudrait trouver des méthodes innovantes de mobilisation des fonds au niveau local et renforcer le plaidoyer au niveau institutionnel pour effectivement appuyer la recherche et le développement. Merci beaucoup, cher Laurent, pour ce point. Je vais peut-être laisser au professeur quelques minutes de réagir déjà sur ces quelques points et puis nous allons revenir sur d'autres questions, commentaires, réflexions autour. Merci. Merci beaucoup, hein. Je m'intéresse beaucoup à cette question euh, qui voudrait montrer l'incontournabilité de quoi? De l'intelligence artificielle en citant les exemples d'autres pays. C'est justement ça le rôle de la décolonisation. Vous ne pouvez pas dire dans un environnement comme le nôtre où il n'y a pas de connexion, par exemple, partout. Vous voyez, moi-même, j'ai fait tout par des mégas nécessaires, mais je suis dans être interrompu. Combien de nos populations ont accès à l'Internet? Il y a même des zones où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas moyen d'accéder à l'Internet. Voilà, encore une fois, demandez aux amis qui se joignent à nous de tourner le micro quand vous n'êtes Pro pas en train de vous exprimer. l'utilisation Ça de permet. l'intelligence artificielle. Voilà. Je voudrais qu'on parle de l'intelligence artificielle. Mais où est-ce qu'on en parle? Au Congo, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de connexion. Combien de smartphones? Combien d'ordinateurs? Maintenant, cette population qui est au village, par exemple, qui envoie ses enfants étudier à l'université, et après, la plupart des fois, parfois, ils rentrent au village. Donc, la question, c'est de dire, là où il n'y a pas de connexion, là où il n'y a pas de réglementation des réseaux sociaux, là où on n'a pas accès à cette intelligence universitaire artificielle, faut-il que les gens disparaissent? Quelles sont les capacités de résilience qui développent en dehors de l'intelligence artificielle? Comment ne pas récupérer ces savoirs-là, les développer pour que la population puisse vivre? Vous savez, c'est justement ça, là, le langage, je m'excuse le terme. Moi-même, quand j'étais en Europe à un moment donné, je pensais que le monde se termine avec l'Europe. Non. Il y a des endroits où vous parlez d'intelligence artificielle
Ils aiment ça. Ils veulent ça, même à Bukavu. L'accès à l'Internet n'est pas facile. Maintenant, s'il n'y a pas de connexion, comment voulez-vous tout centrer sur l'intelligence artificielle alors que la population n'a pas accès à ça? On ne doit pas arrêter de vivre parce qu'on n'a pas accès. Un autre élément, c'est que, évidemment, il y a un collègue qui venait aussi de le dire, que nous devons aussi nous focaliser sur comment les gens peuvent capitaliser le savoir local pour avancer. Je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, mais je dis aux amis que tout le monde n'a pas accès à la connexion, n'a pas accès à cet outil, et on ne doit pas arrêter de vivre parce qu'on n'y a pas accès. Mais là où il n'y en a pas, quelles sont les capacités de résilience développées par les communautés pour survivre en dehors de l'intelligence artificielle? Merci beaucoup, je crois. C'est comme ça que je peux ramasser cette question. Merci beaucoup, cher professeur. Je pense que vous avez évoqué exactement un point important qui est cette équité, ce manque d'équité dans l'accessibilité, n'est-ce pas, à ces nouvelles technologies. Quand on parle de ce gap entre l'urbain et le rural, très souvent, on a une tendance à lire le monde sur base de ce qui se passe dans les villes et on oublie que dans nos villages, il y a vraiment encore beaucoup de déficits. Il y a des espaces où il n'y a pas de l'éducation, il n'y a pas de l'Internet, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. Donc, tous ces gaps sont structurels. Et quand on pense à la décolonisation du savoir, je pense qu'il y a un filigrane, la réflexion que vous avez émise, c'est comment est-ce que nous rendons les connaissances utiles aux communautés, surtout les communautés qui n'ont pas accès à ce que nous appelons intelligence ou éducation, savoir et autres. Alors, je vais peut-être demander aux amis qui sont en ligne, hein, pour que ce ne soit pas un monologue entre nous et le professeur, de ne pas hésiter. Si vous avez d'autres réflexions à partager, si vous avez un point aussi à partager, de ne pas hésiter, levez la main, on va vous donner l'espace pour vous exprimer aussi. Merci beaucoup. Je ne vois pas de main jusque-là. Je suppose qu'il n'y a pas de réaction. Mais peut-être une question, une réflexion. Oui, je vois la main levée de Crispin. Merci à vous, Crispin. Vous avez la parole. Oui, Oui, Crispin, Crispin. allez-y. Crispin, vous avez la parole, hein? Vous pouvez juste ouvrir votre micro et vous exprimer. Allô, Crispin, vous pouvez ouvrir votre micro. Je pense que on ne vous capte pas. Dans l'entretemps, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions ou qui ont des commentaires pendant que notre ami est en train de gérer son micro. Oui, Alain, merci beaucoup. Vous avez la parole. Oui, je voulais placer un commentaire par rapport à l'intelligence artificielle, que ça ne nous déroute pas de notre objectif, parce qu'en fait, c'est l'aboutissement de plusieurs siècles, millénaires d'accumulation du savoir. Même le savoir local qu'on va accumuler, on peut déjà le stocker sous forme brute, sous forme humaine, mais on finira par arriver à cette étape-là de la numérisation. Et c'est important parce que si vous voyez les pays qui ont développé l'intelligence artificielle, ils ont commencé par plusieurs millénaires d'accumulation de savoir qui ont mené à ce stade-là. Donc ne nous décourageons pas, on va y arriver nous aussi un jour. Mhm. Merci. Merci beaucoup, cher Alain, pour ce point. Je pense que Crispin a déjà son micro ouvert. Crispin, à vous la parole. Merci beaucoup, hein. Merci, prof, pour cette présentation hein, qui nous donne encore de la matière à réflexion. Je pense que nous sommes dans une phase où effectivement nous devons valoriser nos savoirs.
D'abord, les valoriser au niveau interne et également les partager au niveau externe. Parce que ce qui me fait très mal, c'est que parfois nous publions dans des revues, hein, revues Scopus et autres, mais pour ne serait-ce qu'accéder à l'article que nous avons publié, peut-être que votre collègue qui est à côté de vous n'en a pas accès parce qu'il doit payer en fait pour l'avoir, ce qui est dommage. Mais la question que moi je me suis toujours posée, c'est que les travaux qui sont faits, par exemple, à Kinshasa, notamment les mémoires, bon, évidemment, qui ont été validés par les professeurs, parce que c'est de la matière, en fait. À Kisangani, à Lubumbashi, dans d'autres coins du pays, on n'en a pas accès. Alors que c'est de la recherche qui a été faite, il y a de l'argent qui a été investi, il y a de l'intelligence qui a été mise en place, il y a un tas d'énergie qui a été fait, mais comment rendre ces travaux beaucoup plus visibles? Je crois que ce que nous devions peut-être faire peut-être dans le prochain jour, c'est mettre en place des plateformes dans nos universités qui permettent de rendre disponibles ces travaux de sorte que un étudiant, par exemple, qui est à Bukavu, facilement il peut lire les travaux de son collègue qui est à Goma, au Bandundu, etc. L'autre élément, c'est que la science, en fait, je suis tout à fait d'accord que on doit rester on doit valoriser nos connaissances, mais je pense que la science, elle est, comme le mot le dit, hein, elle est universelle. C'est-à-dire qu'on doit aussi garder toujours cet élan d'affronter ce que nous avons par rapport à ce qui a été fait ailleurs. C'est aussi très, très intéressant. Et cela, ça va permettre non seulement d'approfondir ce que nous avons et de continuer à, à alimenter, à améliorer notre réflexion et également à amener nos étudiants à réfléchir évidemment sur ce qu'ils voient dans leur environnement local et également ce qui se passe ailleurs. Mais le plus important, comme vous l'avez souligné, c'est vraiment de valoriser notre environnement local. Parce que ce qui fait justement mal, c'est que c'est quand même bizarre de se dire, voilà, on étudie l'alimentation de chèvres et puis on cherche la nourriture dans une publication qui a été faite en Iran. C'est quand même des contextes qui sont très, très différents. Ben, je pense que publier ailleurs, c'est important, mais il ne faut pas seulement publier ailleurs. Donc, il faut combiner, publier dans nos universités, valoriser nos connaissances et également affronter les autres aussi pour une bonne collaboration. Ça, c'est vraiment très, très intéressant et ça peut nous permettre en fait d'avancer. Et tout cela, il faut des moyens, hein, comme vous le savez, la recherche coûte cher, mais pour communiquer aussi cette recherche, on doit la communiquer et à la fois au public scientifique, mais également dans la communauté, parce que c'est ça notre grande derrière nous, les scientifiques, c'est que la science, on la maintient entre nous. On oublie que au-delà de l'enseignement, de la recherche, il y a aussi le service à la communauté que nous devons faire. C'est ça notre responsabilité en tant qu'universitaire. Et je crois que, comme vous l'avez dit, on doit vraiment Je communiquer vois, dans un oui, langage vraiment Crispin, adapté, par exemple, à une maman qui prépare, hein, qui a de chèvres, qui a une je crois que expérience. notre Vous me suivez? Oui, on vous capte, Crispin, hein. On vous capte toujours. Je pense que le professeur était en train de réagir. Mais Voilà. vous pouvez Je suis en finir. train de boucler. Je disais, communiquer, par exemple, une maman qui a des problèmes au village, de nutrition ou bien de problèmes de santé. C'est notre rôle, nous, vous êtes médecins, vous êtes chercheurs, de discuter, de savoir ces problèmes et faites faire des recherches derrière ces problèmes, trouver des solutions et aller communiquer les solutions ou bien les résultats de cette recherche à ces mamans-là. Et je crois que ça va permettre à notre société d'avancer et d'être beaucoup plus résiliente à tout ce qu'il y a comme problème et d'avancer. Voilà un peu ce que je voulais dire. Désolé pour avoir parlé longtemps. Merci. Non, merci beaucoup, cher Crispin. C'était vraiment très enrichissant. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié cette réflexion autour de l'importance de garder aussi une optique globale, comme la science, elle est universelle, et qu'au-delà de la décolonisation de savoir dans nos espaces universitaires, que nous ne soyons pas en déphasage avec la compétition, aussi dans la production des connaissances au niveau mondial.
Je me rappelle encore, Crispin, entre nous, il n'y a pas une semaine, on a eu un petit passage, il est passé chez nous, on a fait un petit foufou et entre les lignes, on discutait aussi de comment on peut profiter des innovations d'ailleurs. Je pense que l'exemple que tu as fait de la visite récente que tu as faite au Japon pourrait être intéressant aussi, même dans le monde où on voyage, hein, de regarder qu'est-ce qui est peut-être actuellement important, qui peut être innovant dans les efforts de décolonisation du savoir, sans pour autant que ça ne soit perçu comme une sorte d'affront aux connaissances locales. Voilà un peu ce que j'allais juste ajouter. Merci encore une fois, Crispin. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une réflexion. Merci à Ewing, à Aziza et Jocelyne qui s'est jointe à nous, au docteur Anna, à notre grand ami Serge qui est avec nous encore. Il y a à l'ingénieur Alain, Winnie et tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Donc, S'il n'hésitez vous pas plaît, aussi, Christina, Alex. Oui, s'il oui, vous plaît. professeur. Oui, professeur. Oui, je voulais faire un commentaire par rapport à ce que venait de dire notre ami Crispin, hein. Oui, Vous savez que quand il parle de mémoire, vulgariser les mémoires, je crois qu'il faut une double vulgarisation. D'abord, quand nous faisons nos recherches, nous prenons des sujets à problème dans nos milliers, par exemple. Mais quand nous terminons les mémoires, c'est pour des objectifs, nous donner les diplômes et vulgariser l'information en dehors de la communauté. Parce que c'est en français, la communauté ne consomme pas ça. À un moment donné, j'ai commencé, il y a 2 ans maintenant, quand je suis président d'un jury même d'une thèse ou d'un mémoire, qu'est-ce que je fais? Après avoir fini tous les commentaires, tout l'exercice, je prends la parole en Swahili où je prépare quelqu'un d'autre qui va le dire en machi, dans la langue locale. Il présente le résumé du travail qui a été fait, les propositions qui ont été données, parce que la plupart des gens qui viennent aux défenses, c'est déjà pour acclamer, mais qui sortent parfois de la salle sans rien comprendre. Et maintenant, dans le centre de recherche, je suis en train de penser que chaque fois qu'il y a une recherche qui est faite et où je vois que c'est une recherche appliquée à des problèmes, je peux organiser une réunion avec des couches de population concernées, les ONG ou les dirigeants, pour une restitution, pour qu'on mette ensemble des politiques de capitalisation des résultats. Dans le cas contraire, les mémoires, oui, les Blancs vont lire, mais notre population, comment va-t-elle accéder à l'information? très important. Et aussi une réflexion qui est capitale aussi en cette lignée de pensée, c'est au-delà aussi de assurer qu'il y ait une vulgarisation des connaissances au niveau des communautés, des populations dans nos contextes. C'est aussi comment s'assurer qu'il y ait un suivi d'un dialogue permanent entre universités et sociétés sur base des connaissances produites. Et moi, je pense, par exemple, dans le cas, par exemple, des exemples concrets des praticiens, par exemple, qui, dans nos communautés, savent, vous avez parlé, professeur, de techniques de réfrigération de certaines nourritures. Comment on peut s'assurer que, même en invitant seulement un praticien à une université de partager cela, que cela ne se termine pas là? Comment on s'assure qu'il y ait cette chaîne de communication qui reste permanente, si vous voulez, entre l'ancrage, entre les universités et la société? Je ne sais pas si vous avez une réflexion autour de ça avant que je ne donne la parole à mon ami Boutoto qui est aussi la main levée. Professeur, je ne sais pas si vous êtes encore là. Je disais ceci, Oui, il faut que l'université féconde la société. Et ça, c'est une question qui va au-delà de la volonté des enseignants, des universités, qui doit être aussi une volonté des politiques. Pourquoi? Parce que si ces informations ne sont pas capitalisées, si par exemple il y a des situations et les politiques ne se disent pas, mais est-ce qu'il n'y a aucune université qui a déjà traité de ces sujets? Est-ce qu'on n'a pas d'experts qu'on peut capitaliser dans ce domaine? On ne peut rien faire. Donc, l'utilité ici, c'est de dire, il ne faut pas se méfier du savoir occidental parce que nous devons être au courant des autres, mais on peut soit faire des petits flyers
comme des dépliants, comme sur une petite page. On écrit ça en langue locale. Et même lorsque nous faisons nos recherches, d'ailleurs, c'est pourquoi on appelle les enquêtés personnes et ressources, elles ont l'information. Nous ne faisons que transcrire ça en français ou en d'autres langues. Mais ce qui est important ici, c'est comment ce que nous faisons à l'université peut féconder la communauté et comment les communautés peuvent alimenter l'université pour faire une société vraiment en développement continu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher professeur, pour cette élaboration assez enrichissante. Je vois la main levée de Boutoto. Je ne sais pas si vous avez aussi à ajouter une réflexion, une question, un commentaire. Oui, Christian, euh, ça fait plaisir de te revoir et merci, professeur, pour cet échange. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez, Christian. Oui, on vous capte très bien. On vous capte très Oui, nous bien. vous captons. Euh, Ce sujet ici me préoccupe au plus haut point. Euh, Ayant fait des études en partie sociologie, des études économiques, et, et je vais dire que euh, l'éducation au Congo et l'éducation en Afrique, elle a échoué. Elle a échoué lamentablement. Et pourquoi elle a échoué? Parce que depuis 1960, le Congo il est indépendant, on produit des scientifiques et le pays ne change pas. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et Toto, je pense qu'on a perdu un peu le point. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. On a un problème de connexion, je pense aussi. Euh, Oui. mais d'un moment à l'autre, certainement qu'il va se reconnecter. En même temps, je souhaite encore une fois la bienvenue à tout le monde. S'il y a quelqu'un d'autre qui a un point, une question, une réflexion additionnelle à partager, n'hésitez pas pour que ce soit vraiment enrichissant et participatif. Peut-être une réflexion que j'aimerais partager avant que je ne voie une autre main sur l'écran. C'était en Mhm. rapport aussi à voilà, une question qui m'est restée après la présentation, professeur. C'est comment est-ce que nous transformons aussi les espaces universitaires en des espaces où la transmission des valeurs ancestrales est aussi appréciée. Parce qu'on a parlé aussi d'éthique. Moi, j'aimerais aussi qu'on apprécie aussi l'éthique dans la décolonisation du savoir. Quand on invite un praticien qui ne parle pas mâche, qui ne parle pas français, il vient avec sa culture, il vient aussi avec ses valeurs, il vient aussi avec son héritage. Et très souvent, cela n'est pas apprécié suffisamment. Donc, on se concentre trop sur la connaissance elle-même, qu'on laisse de côté toute autre chose qui vient avec la personne. Et je pense que c'est important de voir comment est-ce qu'on peut valoriser cela et reconnaître aussi que les espaces universitaires sont déjà suffisamment aussi pollués par des valeurs qui, je ne vais pas appeler occidentales, mais des valeurs Alors, qui sont en mhm. train de détruire nos sociétés. Le phénomène, par exemple, du point sexuellement transmissible, qui est un phénomène très récurrent dans plusieurs universités et espaces d'enseignement au Congo, est un phénomène qui, je pense, mérite aussi des réflexions sur la lecture de comment est-ce que nous avons été, ou bien dans les espaces universitaires, comment est-ce que nous sommes en train d'escaler dans le déphasage de nos propres valeurs, de nos propres cultures, de nos propres traditions. Je ne sais pas si, professeur, vous avez une réflexion autour de ça, parce que c'est exactement aligné à un échange qu'on a tenu la semaine dernière sur comment est-ce que les espaces universitaires sont en train, voilà, d'être de plus en plus des espaces où l'immoralité, un déphasage, je dirais aussi, de nos traditions et de nos valeurs est en train de se perpétuer. Professeur, Mhm. peut-être avant que d'autres amis ne réagissent. Je ne sais pas si vous avez une réflexion autour de ça. Oui, évidemment, vous savez que quand nous parlons de l'ancrage université-société, cette question aussi d'éthique, hein, et du savoir-être dans les compétences à acquérir, il y a ce qu'on appelle les savoir-être.
Par exemple, quand je vais au terrain avec les étudiants, je leur donne des séances de comment s'habiller, par exemple. Des fois, je dis à toutes les étudiantes, personne ne porte les pantalons. Compte tenu des niveaux des femmes qu'on va rencontrer, des hommes, qui ne peuvent pas tolérer, évidemment, nous ne sommes pas obligés d'être soumis, mais comme c'est nous qui voulons transmettre le savoir, nous voulons apprendre de ces communautés, nous devons avoir ce qu'on appelle l'adaptabilité morale. Et c'est des éléments que j'intègre toujours dans mes cours, hein. Tous les cours que je donne. Par exemple, j'ai un cours dans la méthode de recherche j'ai un module sur la politique des terrains. Tu vois, la manière, la morale qu'on a, parce qu'il y a une éthique universelle où il y a des valeurs qu'il faut avoir partout. Parce que si vous n'avez pas de valeurs, on ne vous accepte pas. Et quand on ne vous accepte pas, vous êtes inutile. Donc, c'est vraiment un élément très important où nous devons éviter cette colonisation de la morale. Hein? Ce qu'on voit à la télévision n'est pas nécessairement acceptable partout. Mais nous devons aussi apprendre à nos étudiants les éléments culturels des communautés auprès desquelles nous allons travailler. Merci beaucoup, cher professeur, pour cette réflexion. Et je pense que beaucoup d'entre nous aussi seraient totalement d'accord que sans moralité, même la décolonisation elle-même n'a pas de sens. Et je pense que c'est important de garder cela pour ne pas se retrouver à un certain moment complètement perdu dans plusieurs sortes de courants, en fait, qui à un Voilà, certain moment nous c'est juste, aliènent de c'est nous-mêmes et justement de nos ça. valeurs. Ouais. Ouais. Alors, ouais, Il faut je vois vraiment là. décoloniser aussi. Exactement. Donc, je vois, Boutoto, je ne sais pas si tu es encore avec nous ou bien si ta connexion est déjà stable pour finir ta pensée avant que je ne donne la main à, à Alain qui a aussi un point à ajouter. Oui, allô? Oui, allô, on vous Oui, capte. Ouais. Oui, oui. J'ai peut-être deux choses pour finir parce que ma connexion n'est pas très stable. Premièrement, j'aime ce que le professeur a dit. Au lieu de partir de théorie, partons de la base. C'est-à-dire, faisons une recherche qui les anglophones disent ground up research. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'observe ici et maintenant en oubliant toutes les théories et de nous dire ce que j'observe ici, comment est-ce que je peux l'améliorer. Et maintenant, c'est sur base de ça qu'on va commencer à mettre des théories. Au lieu de commencer par des théories et d'aller dans la communauté, commençons par la communauté et remontons. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les gens ne lisent pas ce que nous produisons en tant que scientifiques parce qu'ils ne trouvent pas de l'intérêt dedans. Par exemple, si vous venez dans un village où il n'y a pas d'électricité, vous y mettez de l'électricité, vous n'avez même pas besoin de marketer ce produit. Les gens viendront. C'est parce qu'ils trouvent de l'intérêt. Le monde scientifique congolais ou le monde en Afrique en général, les gens, ils ne lisent pas parce que moi, je me dis, en lisant que ce que ça va m'aider à quoi? Parce que je n'ai jamais vu ce que ces universités produisent qui m'aide. En termes illustratifs, regardez tout ce qui nous gère. Ce sont des gens qui sont partis à l'université. Regardez le pays. Alors, c'est pourquoi, vu tout ce... Donc, depuis 1960, je viens toujours à la base, depuis 1960, l'éducation congolaise a échoué. Partout là où nous partons, peu importe même le français que nous parlons, même l'anglais, la société ne voit pas de l'utilité de l'université. Et lorsque l'université sera utile, les gens vont commencer à lire. Mais jusque-là, l'université, elle n'a pas encore été. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, cher Boutoto, pour ces deux points importants, très importants. Merci de partager. Je vais laisser la main immédiatement à Alain, qui a aussi d'autres éléments de réflexion à partager. Merci, Alain. Merci beaucoup, Christian. Juste pour renforcer les réflexions de ceux qui m'ont précédé, à quoi nous servent les universités? On a parlé de la pudeur. On sait que nos ancêtres n'étaient pas forcément mieux couverts que nous en termes d'habillement. Je me demande s'il y avait ce phénomène à l'époque.
On a aussi évoqué la productivité, la production. On sait que nos ancêtres fabriquaient leurs propres vêtements. Ils savaient tisser le raffia. Ils savaient travailler le métal. Ils savaient construire des sociétés, diriger ces sociétés, exploiter le feu, l'or, le cuivre. Ils savaient fabriquer des masques, des armes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, à l'âge de l'université, on n'est pas capable de fabriquer nos propres produits de consommation? Pourtant, on est censé être plus avancé que nos ancêtres. Donc, peut-être que ce n'est pas une question d'université, mais plus une question d'esprit. Quel est l'esprit, l'état mental dans lequel nous sommes aujourd'hui par rapport à l'ancien temps? Merci. Je pense que c'est une réflexion qui mérite bien sa place, hein. L'état mental dans lequel nous sommes maintenant par rapport à nos ancêtres. Et je pense que c'est important aussi de faire ce lien. Est-ce que nous avons évolué en termes réellement de connaissances, pas seulement connaissances, voilà, des colons, connaissances en termes de diplôme, mais en réellement, est-ce que nous sommes plus évolués que nos ancêtres en termes de connaissances de tout ce qui fait fonctionner la société, ce qui est utile à la société. Il y a aussi le point que Boutot a soulevé, que je pense qu'il serait important d'enrichir parce que le point autour de comment est-ce que nos connaissances pourraient de plus en plus répondre aux besoins réels des communautés. Vous avez soulevé le point du fait que quand on met, par exemple, un centre de production d'énergie ou d'électricité dans une communauté, on n'a pas besoin de le marketer. Et de plus en plus, j'ai comme l'impression que nos universités ne sont pas en train d'essayer tant soit peu de résoudre les problèmes réels actuels de la société congolaise. Et on se pose exactement cette question. Quand est-ce que nous serons ou quand est-ce qu'on va on va imposer cette donne pour que les productions de connaissances répondent réellement aux problèmes de Congolais et de notre société actuelle. Merci à Dora, merci à Samuel, Joseph, Serge, Crispin, à tout le monde qui s'est joint en call pour votre participation. Je vais peut-être demander au professeur de réagir d'abord sur la réflexion d'Alain et tout autre point qui était déjà partagé. Et s'il y a d'autres points, si quelqu'un d'autre veut réagir, nous aurons encore 5 minutes avant la fin de notre école pour ne pas aller au-delà de notre timing. Mais voilà, donc, professeur, à vous encore une fois la parole pour réagir à ces réflexions. Merci beaucoup, hein. Moi, je pense que la première question que nous devons nous poser, nous étudions, nous formons pour servir qui? Si on n'a pas de réponse à cette question, on ne va pas s'en sortir. Au contraire, il y a un déphasage, comme je le disais au début, entre la formation universitaire et le savoir local. Je vous donne un exemple tout court. Nos parents cultivaient des nourritures bio. Mais quand nous venons faire l'agronomie, nous amenons des engrais chimiques qui détruisent la qualité de ce que nos parents mangent. Mais quand on dit la terre est devenue pauvre, mais au même moment que nous produisons avec les engrais, il y a toujours des paysans qui continuent à produire. Ils continuent à produire de leur façon. Donc, au lieu de servir l'université, nos universités deviennent des lieux de production de prestigieux. Des universitaires deviennent comme des gens qui sont allés à l'abattoir et au lieu d'amener un morceau de viande, ils ont amené ce qu'on appelle ici, comment on les appelle, les cornes de vache. Malgré sa grandeur, vous ne pouvez pas manger ça. Ça ne vous sert à rien par rapport à quelqu'un qui a eu un quart de kilo de viande. Et donc, à ce niveau-là, tant que nous ne savons pas que nous travaillons pour nos populations, nous ne pouvons pas être utiles et nos universités seront toujours déphasées. Conséquence encore, on n'a pas du travail. Pourquoi? Parce qu'on a du savoir importé, mais on n'a pas le savoir-être, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas le savoir-faire. J'ai fait cette étude dans une université où je suis allé étudier les rapports de stage pendant 3 ans. Et chaque fois que les étudiants vont là-bas, ils citent les mêmes problèmes que leurs aînés ont laissés là-bas. Donc, quand ils sont là, par exemple, l'assainissement se fait. Quand ils partent, ça devient encore désordonné. Donc, le transfert de compétences ne se passe pas.
Pourquoi? Parce que, par exemple, ils ne parlent pas la même langue, les techniques pédagogiques de transfert de compétences ne sont pas adaptées. Et c'est là où je disais, comment inviter ceux qui détiennent les savoirs locaux, intervenir aussi pendant nos cours, même sans diplôme d'université. Ça peut beaucoup aider. Percutant. Merci, merci beaucoup, cher professeur, pour cette réflexion. J'ai surtout aimé l'analogie de la corne de la viande. Je pense que ça, c'est resté une image très, très claire sur comment nous Ouais. sommes en déphasage nous-mêmes en tant que étudiants ou chercheurs quand on est en train de nous regarder dans le miroir de notre société qui attend la vache, pas des cornes. Alors, je vois la main levée de Anna. Docteur Anna, merci pour votre participation et à vous la parole. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation. Moi, je me sens personnellement interpellée comme enseignante, parce que chaque fois que j'introduis un cours, je commence par dire aux étudiants, la langue d'apprentissage au Congo, c'est le français. Donc, je vais enseigner en français. Je peux tolérer l'anglais, pas le swahili, pas les autres langues. Je vous promets, professeur, que je vais changer. Très bien. Entre-temps, je me donne. Félicitations. Merci beaucoup. Maintenant, je me pose des questions parce que je suis médecin et je me dis, derrière cette colonisation du savoir, est-ce que ce n'est pas un complexe bien ancré jusqu'à la moelle épinière qui est le soubassement de tout ça? Parce que finalement, même comme chercheur, il y a un souci. Donc, si j'ai produit un papier et que, qu'il est, euh, et qu'on le produit dans un journal congolais ou africain, j'ai un sentiment d'échec. J'aimerais qu'il soit publié en Angleterre ou aux États-Unis ou au Canada. Et c'est comme ça, c'est vraiment ancré jusque très très loin dans la moelle épinière. Comment changer tout ça? Est-ce que nous n'avons pas un complexe de notre savoir par rapport au savoir étranger? Et comment changer ça? Merci beaucoup. Très bonne Merci, Anna. question et réflexion, Anna. Merci beaucoup. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, Anna. Vous savez que j'ai dit au début, d'où vient cette question de décolonisation? Pourquoi j'en ai fait mon cheval de bataille? C'est à cause de ces deux éléments de contexte. Le premier contexte, c'est que nous, enseignants et étudiants, nous sommes en déphasage avec les communautés. De deux, nous sommes complexés. Imaginez-vous quelqu'un qui corrige une copie comme prof, il fait échouer un étudiant parce qu'il a écrit une faute en français. Mais le français que tu lui apprends, je pense que tu es médecin si je ne me trompe pas. La plupart des populations, si tu es en Afrique, que tu reçois, n'ont rien à faire avec le français. Ils parlent les langues locales. Ce que tu leur dis en français a leur nom dans leur communauté. C'est comme si tu disais à quelqu'un, je ne sais pas si tu comprends le swahili, tu dis à quelqu'un, bon, tu dois prendre 2 comprimés, but you must take 4. Si la personne ne connaît que le français et tu lui dis, tu dois prendre 2 comprimés, but you must take 4. Tu comprends déjà, you must take 4. Ce n'est pas compris. Et donc, nous sommes déjà colonisés, nous sommes complexés, de manière que nous pensons que nous ne connaissons pas. Ce sont les Blancs qui connaissent. Je te donne une blague. On me dit, non, prof, tu ne donnes plus les cours de méthode d'analyse qualitative. Il y a une blanche qui viendra enseigner. Je dis, ah bon? Elle vient de la Suède. Je dis, OK. Elle arrive dans mon bureau, comme je suis en même temps doyen. Je lui dis, tu vas donner le cours d'analyse qualitative. Qu'est-ce que tu vas donner? Elle m'explique. Et après, moi, je commence à lui dire, non, ce n'est pas ça l'analyse qualitative. J'ai parlé pendant 10 minutes et puis elle a dit à mon secrétaire, est-ce que tu peux me donner le bic pour que j'écrive ce que dit le professeur? Parce que je vois que il maîtrise bien l'analyse qualitative plus que moi. Et elle s'est mise à copier ce que moi je disais. Alors, comment ravit-moi le cours pour qu'elle enseigne ça? Tout simplement parce que c'est une blanche. Tu vois, il y a beaucoup de cas comme ça
où nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers. Je vous dis, par exemple, des revues qu'on avait dans nos universités, on les a fermées. Tout simplement parce qu'il faut que ça passe par des revues occidentales. De manière même que quand tu publies, c'est notre gouvernement, par exemple, qui dit ces articles-là ont été publiés, par exemple, à Kananga, on ne peut pas les prendre, ils ne sont pas valables. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais nous sommes nous-mêmes colonisés. Et pour y arriver, nous devons prendre conscience, comme moi j'ai commencé à le faire. Dans mes cours, j'amène les praticiens qui ne savent pas le français, parfois qui n'ont pas de babouche, mais qui ont le savoir, qui les communiquent à mes étudiants, qui les aident, qui les encadrent même pendant les stages. Et ça va nous permettre aussi de commencer à publier ce savoir-là pour que le Blanc ou l'Occident comprennent que nous n'avons pas seulement le savoir, mais nous avons un savoir utile à nos communautés. Voilà un peu, docteur Anna, ce que j'allais dire. Merci beaucoup, cher professeur. Je vois la main levée de Ewing. Peut-être que ce sera la dernière intervention, vu que nous avons déjà dépassé les 4 minutes de notre timing. Comme Ouais. ça, on pourra clôturer avec cette intervention de Ewing. Merci et bienvenue encore une fois, cher Aîné Ewing. Merci beaucoup de m'accorder la parole ce soir. Je suis très heureux de suivre l'intervention de professeur Junior Moké. Je l'ai suivi une autre fois et j'avais vraiment aimé. Et tout ce que je dois dire, on a déjà fait encore avec vous ici, Christian. Un jour, on a parlé ici de la décolonisation du savoir. Par rapport à notre complexe, je devrais dire ceci. Par exemple, pour nous ici en Hollande, on est en train de tout faire pour que tout ce qu'il y a comme recherche, tout ce qu'il y a comme étude se fasse beaucoup plus en néerlandais. Tout simplement parce qu'on a envie de mettre de côté beaucoup plus d'étudiants qui viendraient de l'étranger et qui doivent à tout moment ou qui doivent suivre leur cursus en anglais. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment fiers de leur langue. Quand je vois la méthodologie du professeur Moké, on voit très très bien comment est-ce qu'il amène dans ses recherches, dans ce cours, les gens qui n'ont aucune référence académique, mais qui arrivent quand même à expliquer ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Je me suis retrouvé à plusieurs reprises avec des reviewers anglais comme aussi américains, où on a discuté de leur méthodologie de travail et comment est-ce qu'ils procèdent par rapport aux reviews qu'ils font de tout ce qu'il y a comme recherche venant du Sud. Il est temps pour nous de prendre conscience de ça. Il est temps pour nous, pour nos chercheurs, de se dire, c'est pas seulement le français qui donne tout. C'est pas seulement le français. Il est important qu'on sache que ces gens qui sont dans les milieux reculés ont aussi un savoir quelconque, le savoir local qui doit être aussi valorisé. Et si on n'arrive pas à valoriser le travail de ces savoirs locaux, on perd tout. On perdra nos repères et on perdra tous ces savoirs parce qu'il n'y aura personne qui pourra mettre ça quelque part. Ce n'est que ce travail entre chercheurs, entre académiciens et ces gens qui sont un peu reculés quelque part qu'on saura aller de l'avant. Il a fallu que dans les années 40, quelqu'un comme Placide Tempelsman puisse écrire par rapport à Ubuntu pour que les gens comprennent que le Ubuntu existe. Mais nous avons aujourd'hui des gens comme professeur Moké qui sont en train de travailler et nous montrer, oui, qu'il y a un savoir et que ce savoir doit être valorisé. Nous devons vraiment travailler en profondeur et aller de l'avant. J'ai été surpris, par exemple, après la dernière éruption volcanique, que tout ce qu'il y a comme données récoltées à partir de Goma puisse d'abord aller en Belgique et ensuite revenir à Goma. Et ça a pris autant de temps qu'on a été incapable de pouvoir protéger la population, qu'on a été incapable de pouvoir diriger et orienter la population. Tout simplement parce que tous les savoirs, tout ce qu'il y avait comme data devait d'abord passer par la Belgique, interpréter et ensuite rentrer au niveau de Goma. C'est juste ce que j'avais à dire et merci beaucoup au professeur pour sa brillante lecture qu'il nous donne ce soir. Merci beaucoup. C'était tout. Merci, Ewing.
Merci, cher Ewing. Et je pense que cette intervention aussi me fait réfléchir des conséquences néfastes de cette colonisation du savoir qui est toujours en vogue dans nos universités. C'est que dans le cas, par exemple, de l'éruption volcanique, on ne reste que dépendant exactement de pensées de l'Est, du Nord, où on s'est dit, nous-mêmes, au niveau local, on n'est pas à mesure de gérer des crises, de cataclysmes. Et c'est ça exactement à une envergure nationale. Imaginez-vous l'impact. Ce n'est pas seulement une affaire que, comme le professeur Mouk est en train d'émanciper exactement au niveau des universités, mais c'est une affaire vraiment importante qui devrait être prise autant au sérieux. Je vois la main levée de Serge. Serge, bienvenue. Je sais que les heures sont très avancées chez vous, mais j'espère que vous pouvez encore intervenir. Bienvenue. Oui, bonsoir encore à tout le monde. Effectivement, il est 3 heures où je suis, mais je tenais à exprimer mon engagement au sujet. C'est vrai que j'ai souvent tendance à rester silencieux et laisser les actions parler. Mais je pense que tout d'abord, je veux remercier le professeur, l'éminent professeur Junior, pour la qualité du travail et le temps accordé à ce travail. Euh, je pense que le plus important pour moi, c'est de chercher à répondre à la question de pourquoi et quelle est l'utilité, pourquoi est-ce que l'on fait tout ce qu'on fait ou pourquoi est-ce qu'on parle de tout ce qu'on parle. Je pense que la finalité, de par l'expérience que moi j'ai, c'est que si on reconnaît aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule race, l'Homo sapiens, et que l'homme est venu de notre région, à vrai dire, on se rendra compte qu'aujourd'hui, le conflit dans les systèmes de culture que nous avons, surtout en rapport avec l'Occident, est plus lié au fait qu'il y a eu justement une falsification historique qui ne peut plus continuer. Et c'est ça qui explique l'essoufflement que nous subissons aujourd'hui dans cette incapacité pour nous, d'abord où nous nous trouvons, à pouvoir perpétrer la vie et par ricochet exprimer notre sens d'existence en tant que Noirs vis-à-vis du monde. Et je pense que c'est justement la nature de ce sujet qui peut nous permettre de résoudre ce problème. Et je tenais aussi à rassurer un peu, parce que je pense être le plus jeune dans l'appel, notre audience du fait que si on peut quitter la conception du temps que nous a fait hériter l'Occident, on peut réellement trouver qu'il est possible aujourd'hui de changer les choses chacun où nous nous trouvons, mais avec une conscience pragmatique collective. Et je pense que la nature du travail du prof pourra davantage nous orienter quant à ce. Merci. Et bonne soirée. Merci, merci infiniment, cher Serge, pour ce point. Exactement, c'est cette appropriation qui est utile, au-delà des tout. J'ai vu déjà dans cet échange que Anna a déjà appris un point important. Ce n'est pas vraiment matraquer ses élèves qui ont du mal à s'exprimer en français. Mais j'espère que ça continue exactement, chacun à son niveau. Comment on répand cette méthodologie de décolonisation de savoir, que nous soyons médecins, que nous soyons économistes, que nous soyons, c'est pas chercheurs dans n'importe quel domaine. Nous avons une responsabilité ici. Je pense que le professeur a très bien fait son travail de nous interpeller dessus. Peut-être tout dernier mot, je vais remettre le micro au professeur juste pour clôturer notre espace et encore une fois nous remercier à nous tous pour la patience et pour la participation. Ça a été vraiment, vraiment enrichissant. Je nous espère la semaine prochaine aussi pour la continuation de nos échanges. Professeur, peut-être un tout dernier mot pour clôturer. Peut-être des réflexions que vous pensez pourraient nous aider à mieux prendre cette appropriation en avant. Merci. En fait, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à la communication, mais je voudrais préciser un petit élément avant de finir. Il y a deux approches d'intégrer la décolonisation du savoir. Il y a l'approche structurelle et l'approche individuelle. Si nous attendons qu'on réforme d'abord le système éducatif au Congo, si nous attendons que ça soit officialisé, on ne va pas décoloniser. Mais au moins, l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons jouer les jeux de manière individuelle. Chacun là où il est. Par exemple, nos amis médecins, ils peuvent déjà collaborer avec les tradis praticiens pour comprendre comment, par exemple, de tels cas étaient soignés avant la médecine moderne et comment ils peuvent améliorer ce savoir local avant d'attendre que les ministres nationaux de santé, ainsi de suite, puissent intervenir.
Donc, engageons-nous dans cette décolonisation, dans notre façon de faire les choses, et nous allons voir comment nous deviendrons de plus en plus utiles à la société, à la fois comme universitaires et enseignants. Voilà par quelle phrase je voudrais clôturer mon intervention, disant que engageons-nous d'abord de manière individuelle. Et là, nous avons des responsabilités, intégrons la décolonisation. Et je crois que nous allons avancer au profit de nos populations, quoi. Je pense que c'est sur ce ton vraiment pratique, hein, et très apprécié que nous allons clôturer notre appel ce soir. Encore une fois, merci, merci, merci beaucoup. Peut-être par des émoticônes sur notre écran, si vous pouvez juste encore une fois remercier le professeur et encore une fois à nous tous et à toutes qui ont eu la chance de contribuer, de réfléchir avec nous tous ici ce soir. Merci pour les réflexions partagées. Ça a été enrichissant. On va continuer dans notre espace WhatsApp pour voir ce qui est pratique à chacun de nous, peut-être aussi au niveau communautaire, peut-être au niveau provincial, pourquoi pas encore au niveau national au fur et à mesure que nous évoluons. Bonne soirée à nous tous et à toutes et à très vite. Que Dieu nous bénisse. Protection divine. Merci, bonne nuit à tout le monde et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci.